Quand on mentionne les fêtes de la Régence, c'est d'abord la figure centrale de Philippe d'Orléans qui se présente à la mémoire collective. L'une des plus tenaces légendes sur ces 8 années réside dans les débauches permises par les soupers que le soir, le régent organisait dans ses appartements du Palais Royal. Voici ce qu'en écrit rétrospectivement Saint-Simon, entre 1745 et 1749. Ces soupers étaient toujours en compagnie fort étrange. C'était en ces séances où chacun était repassé, les ministres et les familiers tout au moins que les autres, et avec une liberté qui était licence effrénée. On buvait d'autant, on s'échauffait, on disait des ordures à gorge déployée et des impiétés à qui mieux, et quand on avait bien fait du bruit et qu'on était bien ivre, on s'allait coucher et on recommençait le lendemain. Le régent perdait ainsi un temps infini en famille et en amusement ou en débauche. Saint-Simon donne, plusieurs fois dans ses mémoires, des descriptions au vitriol de ces soirées mal connues, qui ont été le sujet aussi bien de fiction, romanesque ou cinématographique, que de travaux d'historiens. Les informations à leur sujet sont difficiles à vérifier, mais la manière dont elles ont fait l'objet d'une préoccupation constante, alors qu'elles ne représentent qu'une part très anecdotique de l'histoire de la Régence, est révélateur des différentes interprétations qui ont été faites de la période au gré des différents contextes politiques. Comment les soupers du régent sont-ils devenus un passage obligé de la littérature historique ? Tout commence dès l'arrivée du régent au pouvoir. À la manière de Saint-Simon, mais dans un ton beaucoup plus moqueur, les fêtes du régent se retrouvent dans des textes à portée satirique. Les soupers sont érigés en question tant politique que morale, et leur description cohabite étroitement avec des attaques, comme par exemple dans cette chanson que l'on retrouve au 3e volume du Chansonnier historique du XVIIIe siècle, et qui est intitulée Portrait du régent. La volupté fait tes plaisirs, personne ne l'ignore, et tu contentes tes désirs. Ce n'est pas tout encore, ton Sénèque et tes D'Aguesseau, et là c'est ton Narcisse. Malgré son triomphe nouveau, il faudra qu'il périsse. Dans les mémoires des contemporains, les soupers occupent souvent une place stratégique, comme au mois de juillet 1721, dans la chronique de la Régence et du règne de Louis XV de l'avocat Edmond Barbier, alors que l'échec du système de Lasse a réduit à la ruine nombre de Français. La nuit du mercredi 30 de ce mois, Monsieur le Régent a donné une fête superbe à sa maîtresse Madame d'Averne, dans la maison qu'il lui a louée à Saint-Cloud, qui est sur la côte, à droite du pont. Il y avait 12 hommes et 12 femmes priés pour le souper, en habits neufs. Souper magnifique, grande musique. Effectivement, rien de plus contraire à la religion que de faire ainsi triompher l'adultère et le vice publiquement. Contraire aussi à l'humanité de faire des fêtes dans un temps où tout le monde est ruiné, où personne n'a un sol. Cela s'entend pour le général. Le cas de Saint-Simon lui-même et de ses mémoires est bien connu. Le portrait du régent, qui ouvre la période de ses mémoires consacrées à la Régence, est plein d'ambiguïté, vantant d'un côté les talents naturels du duc, de l'autre critiquant ses débauches, son impiété et surtout son manque de fermeté. Le XIXe siècle, en découvrant ces témoignages parfois contradictoires, reçoit donc en héritage une vision complexe des soupers du régent. Certains vont en reprendre les passages les plus scandaleux pour tracer le portrait d'une aristocratie décadente. C'est le cas par exemple des fictives chroniques de l'œil de bœuf, que l'on doit au journaliste et historien libéral Georges Touchard Lafosse, publiées en 1800 et souvent rééditées par la suite. Ces chroniques n'hésitent pas à mettre en scène une décadence par ruissellement, où, à partir des soupers modèles du régent, toute la haute société se serait adonnée à la débauche. Il n'y a pas qu'au Palais Royal et au Luxembourg des soupers licencieux. L'exemple qui vient d'en haut manque rarement de fructifier. Vers le commencement de février, une orgie du même genre eut lieu dans la petite maison du prince de Soubise. Cette rhétorique sert les défenseurs de la Révolution, dont Touchard Lafosse fait partie. Elle sert aussi les partisans de la morale, qui aspirent à un retour à des valeurs fondamentales, perverties par les débauches de mauvais gouvernants comme l'aurait été le régent.
En 1861, Augustin Chalamel regroupe dans sa Régence galante l'essentiel des scandales attribués au régent. Le succès d'une telle veine ne se dément pas une fois la Troisième République installée et le régime monarchique durablement écarté. Jusqu'en 1921, date où fut publiée l'histoire de la Régence de Don Henri Leclerc, entreprise historiographique de premier plan, toujours utile à l'historien aujourd'hui, le scandaleux a fait le bonheur des libraires. Cependant, dès 1815, l'Ancien Régime et la monarchie des Bourbons avaient fait l'objet d'une redécouverte sérieuse. De 1836 à 1839, José-François Michaud et Jean-Joseph François Poujoula sont à l'initiative d'une série de publications intitulée « Nouvelle collection de mémoires pour servir à l'histoire de France », monumentale édition savante des mémorialistes d'Ancien Régime depuis le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution. Mais la Régence n'y figurait presque pas, et l'on s'est contenté pour les auteurs qui l'avaient vécu de préciser qu'il faisait l'histoire, je cite, des règnes de Louis XIV et de Louis XV. A l'inverse, des érudits parfois fervents soutiens de la famille d'Orléans ont défendu au contraire une image adoucie du régent, transformant les soupers en symbole d'une sociabilité de bon goût. Un cas particulièrement frappant de ce travail de réhabilitation est l'ouvrage de Jean-Baptiste Cap-Fig, journaliste et historien légitimiste, publié en 1863 et intitulé « La comtesse de Parabère et le palais royal sous la Régence ». La question des soupers cristallise chez Cap-Fig une représentation idéalisée de l'aristocratie d'avant la Révolution. Ainsi, en parlant du pavillon d'Asnières donné par le régent à l'une de ses maîtresses, il propose cette comparaison peu flatteuse pour sa propre époque. Quelquefois encore, il s'illumine pour des fêtes. Les pelouses de son parc sont inondées par la foule. Les soupers de la Régence sont remplacés par des tabagies avinés. La société moderne a remplacé les watteaux par les téniers. Cap-Fig avait par ailleurs entrepris dès 1838 sa réhabilitation de la Régence dans un ouvrage général en 2 volumes sur Philippe d'Orléans. Dès l'ouverture, le ton est donné. Philippe d'Orléans apparaît avec cette nouvelle époque, et ce n'est pas sans motif que le pouvoir vient à lui, car il est en quelque sorte la personnification du XVIIIe siècle. Suivez attentivement ce caractère, et voyez s'il ne semble pas tout exprès formé pour la société qui se lève. Depuis son enfance, il a été un peu fanfaron d'impiété. Il a curieusement recherché l'origine de toutes les choses. La question des soupers s'inscrit donc très largement dans celle du traitement de la figure du régent, et demande encore aujourd'hui à être clairement dissociée de l'interprétation de son action politique et de son éventuelle influence culturelle. Un ouvrage paru en 2003 de Denis Reynaud et Chantal Thomas s'est attaché à suivre les évolutions de cette figure assimilée à la régence dans la mémoire collective. On y comprend qu'elle a servi de prétexte pour justifier ou critiquer un certain ethos aristocratique dont Philippe d'Orléans aurait été le premier représentant. Tantôt gouvernant faible et soumis à ses vices, tantôt habile politique, aux mœurs et aux idées libres, la mise en avant de la vie privée du régent a permis, entre les lignes, la défense de positions pro- ou anti-révolutionnaires, légitimistes ou orléanistes. Il faut donc désormais redoubler de prudence, à l'image de Laurent Lemarchand, qui appelait en 2014 à recentrer le regard sur la véritable vie publique officielle du régent. Au rebours de l'insistance classique des observateurs sur sa vie privée, donc retirée, par exemple lors de ses soupers fins légendaires au Palais Royal, le duc d'Orléans eut une vie publique décuplée et fut présent partout dans l'espace parisien. L'exemple fourni par la réception des soupers met bien en avant l'intérêt d'interroger la réalité des libertés, réelles ou imaginées, prises par la Régence en fait.